retrouver, très chers amis téléspectateurs et téléspectatrices d'Africa 7. Bonsoir et bienvenue. Nous recevons comme invité de la rédaction aujourd'hui le directeur général de l'ADPME, Agence de développement de l'encadrement des petites et moyennes entreprises, M. Idrissa Diabira. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Monsieur Diabira, vous êtes à la tête de l'ADPME depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, en termes de bilan et réalisation, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, saluer le redressement de la structure que j'ai pu trouver, la qualité du personnel et également la qualité des instances de gouvernance qui font que depuis 2012, l'ADPME, structure en reconstruction, a su s'imposer comme une agence d'exécution des projets, des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, on a démultiplié le nombre de partenaires techniques et financiers qui nous font confiance. L'État en premier lieu, la Banque mondiale, la ENABEL, la coopération belge, la coopération allemande, GEZ, qui nous revient, l'Union européenne. Différents programmes sont également en construction avec d'autres partenaires. Donc l'agence a su être un partenaire d'exécution dont on sait son sérieux, sa qualité pour exécuter de manière correcte les projets des partenaires techniques et financiers. L'agence a su aussi, au travers d'un certain nombre d'outils majeurs, asseoir sa crédibilité autour d'un écosystème susceptible d'accompagner les PME en jouant le rôle de tiers de confiance. Cette confiance, c'est celle des partenaires, je viens de l'indiquer, mais c'est également celle des partenaires financiers, des banques qui sont sollicités pour venir financer les petites et moyennes entreprises au travers d'un modèle dont on a su faire la preuve, notamment le scoring, la notation, le rating, à savoir faire le profilage du risque des PME. L'agence a su démontrer qu'elle était un partenaire de confiance pour des banques comme Ecobank, qui dans le financement des PME qui veulent accéder à la commande publique fait confiance au profilage du risque de la DPME, comme la Société Générale qui a mobilisé 170 milliards jusqu'en 2023 pour les PME, comme les fonds d'investissement, les banques également, BNDE et les autres acteurs. Donc l'ADPME a su faire sa place, ce qui a été notamment apprécié par des organismes internationaux comme ITC qui ont très bien classé l'agence parmi les agences d'accompagnement dans le monde. Vous avez tout à l'heure parlé des redressements. Quel a été justement votre secret? Dans quelle situation avez-vous justement trouvé cette agence avant de prendre les commandes? Alors, à la vérité, le redressement a commencé avec mon prédécesseur, puisque en 2012, l'agence n'était que l'ombre d'elle-même, et qu'en 2017, cette dernière a été largement redressée, comme je peux le dire, avec un travail de grande qualité, et je tiens à saluer celui-ci. L'enjeu pour moi, c'était plus de faire de l'agence un acteur majeur de l'écosystème d'accompagnement des PME. Donc des projets importants ont été lancés, comme le réseau Sénégal PME, comment se doter d'une vision commune pour accompagner les PME pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés par l'État. On sait que la deuxième phase du plan Sénégal émergent vise à faire du secteur privé le moteur de la croissance économique au Sénégal. L'État a su porter cette croissance à plus de 6% durant les 5 dernières années consécutives, ce qui est une performance parce que ce n'est jamais arrivé depuis 50 ans. Maintenant, cette performance a été atteinte notamment avec les investissements publics. L'enjeu, c'est que les investissements privés et le secteur privé puissent contenir à maintenir cette trajectoire, cette nouvelle trajectoire de croissance, l'amplifier. Et là, c'est le rôle des PME. Pour ce faire, c'est de se doter d'un cadre d'intervention qui soit commun. Comment est-ce que l'on voit l'accompagnement des PME? Ça ne concerne pas que la DPME, ça concerne les structures d'accompagnement aussi sectorielles, ça concerne les structures d'accompagnement privées, ça concerne les dispositifs qui ont été mis en place aussi par l'État et le chef de l'État depuis le 2012, fonds de garantie pour réduire le risque,
FONSIS pour intervenir en capital, dernièrement la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour intervenir sur un public plus particulier de PME, les jeunes d'entrepreneurs, les jeunes et les femmes, l'écosystème. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a enfin lancé l'an dernier son dispositif de refinancement bancaire qui s'appuie sur les structures d'appui et d'encadrement, en premier lieu desquelles l'ADPME. Et donc l'ensemble de ces acteurs, de ces conditions faisaient ou imposaient à l'agence de se positionner dans son rôle défini dans le cadre de ses missions, assister, encadrer, densifier le tissu des petites et moyennes entreprises, renforcer leur compétitivité, mais également suivre et mieux suivre les petites et moyennes entreprises. Est-ce que là, justement, mission accomplie, en vous regardant parler, apparemment, vous avez un sentiment de satisfaction? Est-ce que là, on peut donc dire que la mission a été accomplie? En fait, la mission n'est jamais totalement accomplie. L'enjeu de la mission, c'est satisfaire aux besoins des petites et moyennes entreprises. On peut bien travailler, maintenant il faut être à l'échelle du défi qui est celui du pays. Travailler correctement, ça on peut considérer qu'on le fait. Notre démarche, c'est une démarche de qualité, d'excellence. Raison pour laquelle notamment on a sollicité le Bureau Organisation et Méthode, le BOM, pour nous accompagner avec la coopération luxembourgeoise sur ce qu'on appelle le cadre d'auto-évaluation de la fonction publique. C'est un mécanisme qui compare les agences publiques dans leur capacité à intervenir. Ça, c'est pour se regarder. Et on a eu un score qui nous donne des actions à entreprendre, qui nous donne des quick wins à mettre en œuvre pour pouvoir progresser et améliorer. On ne s'est pas simplement arrêté à cette démarche, on s'est également tourné vers ITC, qui est le Centre de commerce international, qui lui fait le benchmarking des organisations de promotion de commerce et de l'investissement dans le monde. 63 organisations se sont prêtées à l'exercice, notamment des pays majeurs comme la Malaisie, comme l'Espagne, comme le Canada, comme l'Australie, notamment comme la Finlande. En Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, le Botswana, le Rwanda ou Maurice. Et dans cette comparaison, l'agence finalement s'est classée 18e rang sur 63 organisations dans le monde, au 3e rang en Afrique avec les acteurs que j'ai cités et au 1er rang en CEDEAO. Donc notre démarche, c'est d'abord de nous regarder pour pouvoir nous auto-évaluer, c'est de se comparer. On dit souvent quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. On est sur le bon chemin, mais c'est surtout un outil pour moi de management qui vise à indiquer le cap à suivre, surtout dans la perspective de 2023, de cette deuxième phase du plan Sénégal émergent, et comme vous l'indiquez, dans la vision qui ne doit plus être centrée sur nous-mêmes. On visait à être une agence de référence dans l'exécution de nos projets, nos partenaires nous font confiance. Maintenant, ce que l'on vise, et c'est la nouvelle vision que l'on a définie, c'est d'offrir un accompagnement adapté à chaque PME nationale pour qu'elle puisse devenir un futur champion. C'est ça l'enjeu, et on peut être satisfait de ce que l'on fait, mais c'est une satisfaction qui nous amène à travailler plus dur pour aller plus loin et pour faire en sorte que le défi, qui est un défi qui remonte presque au temps du président Senghor, à savoir avoir un secteur privé fort. Le compte K2 avait été mis en place à l'époque. Comment est-ce qu'on construit, on accompagne des champions nationaux? Et notre slogan, c'est être les coachs des futurs champions, pouvoir les identifier, les accompagner pour qu'ils portent l'économie et qu'ils permettent au Sénégal d'accélérer et d'aller plus vite encore sur la voie de l'émergence. Mais justement, toutes ces réalisations, sentiment de satisfaction, c'est votre avis? Vous savez, moi, je regarde, j'ai toujours tendance à regarder vers l'avenir parce que je considère qu'il faut toujours se projeter tant qu'on a la capacité de faire. Il est aussi bon de regarder deux fois derrière pour savoir qu'est-ce qui a été fait d'ici là. Oui, je suis fier de mes équipes, je suis fier du personnel, je suis fier de l'effort qu'ils font. Mais comme je disais, moi, cette satisfaction, elle est tournée vers le défi qui est à résoudre. C'est quoi la perspective? La perspective, c'est d'arriver à faire en sorte que
on arrive structurellement à changer la donne sur les petites et moyennes entreprises au Sénégal. La perspective, c'est de faire en sorte que le paradigme de la PME soit une réalité, que la primauté de la PME soit un fait qui soit établi. Aux États-Unis, on parle de sacralité de la PME. Le Small Business Act, c'est toute une disposition, une administration qui fait que les politiques ne se font et ne s'établissent qu'en pensant effectivement aux petites et moyennes entreprises d'abord. Et c'est le slogan du président des États-Unis, l'Amérique d'abord. La volonté du chef de l'État, c'est d'avoir un Small Business Act à la sénégalaise, de mettre en place les mécanismes qui manquaient en 2012 sur la garantie, le capital investissement et d'autres, pour être en mesure d'accompagner nos petites et moyennes entreprises, nos entreprises, à être les porteurs de cette croissance. Ma conviction, c'est qu'on a réussi à construire les contours d'un modèle qui est un modèle extrêmement pertinent, qui vise à non pas simplement accompagner pour accompagner, mais accompagner à travers le rôle d'avocat, de coach des PME, mais dans une perspective où cette dernière ont à discuter avec des acteurs financiers, de marché, des donneurs d'ordre qui ont besoin d'informations sur eux. Notre conviction, c'est que le problème, il se résout en instaurant la confiance entre les acteurs. C'est pour ça qu'on évoque la question de tiers de confiance que l'on a vocation à être. Faire en sorte que la confiance s'inscrive parce que l'on est en mesure d'apporter des éléments sur son carnet de santé. Lorsqu'on ne peut pas établir ses performances, lorsqu'on ne peut pas définir sa santé tout court ou sa santé financière, il est difficile de vous faire confiance. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner les acteurs à mieux se connaître pour faire confiance et pour que les mécanismes financiers, les acteurs bancaires, les mécanismes de marché, les grandes entreprises, les donneurs d'ordre, les multinationales, pour que les mécanismes fiscaux puissent s'assouplir pour ceux qui veulent jouer le jeu et ceux qui veulent grandir. Et ils sont nombreux au Sénégal et c'est ça le défi qu'il s'agit de relever et c'est ce qui m'amène surtout à regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière, même si il y a une certaine satisfaction de voir que le Sénégal est placé au niveau continental et placé au niveau mondial. On fait souvent preuve de pessimisme en Afrique en considérant que ce qui vient d'ailleurs est le meilleur. Je crois et on arrive à démontrer qu'au Sénégal, en Afrique, on peut être des modèles et nos objectifs sont de progresser dans ce classement dans les années à venir pour démontrer que l'on est également une référence au niveau africain et au niveau mondial, ce qu'on est déjà au niveau africain, mais au niveau mondial, je suis persuadé qu'on pourra y réussir. Les PME, petites et moyennes entreprises, comment se portent-elles au Sénégal? Alors, c'est variable. Effectivement, le recensement général des entreprises que l'Agence nationale de la statistique et la démographie a établi en 2016, déjà nous en donne une cartographie. C'est un élément majeur que l'État du Sénégal a réussi à faire, puisqu'on a des recensements sur tout, sur les populations. On sait combien on est d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes plus âgées. Mais on n'avait pas de cartographie des acteurs qui sont les acteurs qui font l'économie du pays. Et c'est dans le cadre des orientations du chef de l'État que le Sénégal s'est doté de cette cartographie. Et qu'est-ce qu'elle dit, ces PME? C'est souvent qu'elles ne connaissent pas les acteurs d'accompagnement, ou essentiellement les chambres consulaires. Elles indiquent que la lisibilité du dispositif n'est pas assez forte, et donc elles sont peut-être amenées à se perdre. Elles évoquent pour les acteurs du secteur formel le poids des taxes et des impôts comme première préoccupation. Pour les acteurs du secteur formel, du secteur informel, elles évoquent la difficulté de trouver des marchés et d'avoir un local qui soit adapté. Problème d'accès au financement également. Absolument. Donc, problème d'accès au financement. Mais ce que l'on dit lorsqu'on regarde précisément cette question, c'est que le problème, il est entier. Mais ce problème, il ne faut pas confondre le symptôme et la cause. Le symptôme,
c'est effectivement la difficulté d'accéder au financement. La cause, lorsque vous rencontrez les différents acteurs, ça s'est vu et ça a été dit dans les concertations nationales sur le crédit en 2010, ça a été rappelé dans les enquêtes que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a réalisées, que la Banque européenne d'investissement. Quelle est la principale cause de la faiblesse du financement des petites et moyennes entreprises auprès des établissements de crédit? Et la première raison qui vient de très très loin en premier, après à plus de 97%, c'est l'absence d'information. On ne sait pas à qui on a affaire. On n'a pas d'éléments pour apprécier la qualité d'un chef d'entreprise, de ses activités. Donc c'est la confiance qui est l'enjeu principal. Je fais souvent le parallèle lorsque vous allez chercher une épouse, aussi confiant que vous pouvez être, si vous n'avez pas des mentors, des personnes qui peuvent justifier de votre bonne éducation, de votre sérieux, de votre crédibilité, personne ne va vous confier femme ou vous l'accorder. Eh bien, l'argent, c'est comme une femme, puisque cet argent qui est posé dans les banques, qui est posé ailleurs, il appartient à quelqu'un. Et le banquier, quand il ne sait pas à qui il a affaire, quand il a des doutes, quand il n'a pas d'informations sur la personne en question, parce que les états financiers ne sont pas établis, parce qu'il n'y a pas de système minimal de trésorerie, parce qu'il n'a pas d'historique de ce que vous avez pu faire, bah, ce qu'il fait, il se retient et il ne vous prête pas l'argent. Et là, qu'est-ce qu'il faut justement faire quand même? Et justement, c'est ça tout le modèle, et c'est ça tout l'enjeu, et c'est ça qui amène justement le Centre de commerce international à qualifier le portefeuille de services et d'outils de la DPME d'excellent. On a une note globale de 56%, mais sur les services et les outils que l'on propose, on a eu 82%, véritablement dans le très haut du schéma. Pourquoi? Parce que on a su, je crois, identifier la cause du problème et non pas son symptôme. La cause du problème, c'est l'absence d'information. Et pour résoudre cette absence d'information, il faut œuvrer à donner un carnet de santé à l'entrepreneur pour que lui vienne à se renforcer et pour que ce carnet de santé, il fasse l'objet d'une discussion qui soit une discussion rationnelle avec le partenaire financier. Ça, c'est la notation. Ça, c'est le rating. Ça, c'est l'unité de scoring et de labellisation dont dispose la DPME, que l'on double certifie d'ailleurs en matière de qualité, ISO 9001, ISO 27001, pour encore renforcer la confiance que l'on a en cet outil, mais qui permet à un entrepreneur, à partir d'une année ou 2 années d'état financier, de pouvoir avoir une note. Cette note, elle va lui donner des éléments de sa santé financière, de ses difficultés, de ses faiblesses, de ses forces, pour d'abord être en mesure de les renforcer, d'être en mesure de se projeter au-delà de l'hebdomadaire ou du mois d'après sur un horizon. Ce qui change tout, et c'est pour ça qu'on parle souvent de vision stratégique, que ce soit pour une agence, pour un État ou pour une entreprise. C'est quel est l'horizon que vous regardez et quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour pouvoir y arriver. Et lorsque l'on a un diagnostic, une note sur cette entreprise, vous aidez l'entrepreneur à ne plus regarder uniquement le jour d'aujourd'hui, le jour de demain, mais à regarder à l'horizon. Et cet outil, c'est un outil qu'en Afrique subsaharienne, on est l'un des rares pays à avoir construit, qui nous permet d'avoir près de 400 entreprises qui sont notées et qui nous permet, avec le fonds à frais partagés, un fonds d'assistance technique, d'offrir l'accompagnement. C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 90% pour l'assistance technique à une entreprise parce qu'elle veut faire son manuel de procédure, elle veut définir son plan stratégique, elle veut aller à l'international pour pouvoir découvrir ou développer son marché, elle veut faire son système d'information. Ces deux outils, la notation et le scoring, le fonds à frais partagés, sont qualifiés par des acteurs tierces d'outils vraiment de premier plan sur lesquels, je pense,
on a les moyens d'accompagner un nombre de PME croissant pour qu'elles puissent être les champions nationaux de demain et donc elles puissent permettre que la majorité de la création de richesses et d'emplois demeure au Sénégal quand on a un pays qui est attractif avec différentes matières premières qui sont trouvées et qui vont être exploitées. Il nous faut nos champions nationaux pour faire en sorte que ça profite avant tout aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Quelle est là donc la contribution des petites et moyennes entreprises à l'économie nationale, l'économie sénégalaise? Alors ça, c'était une question que je me suis posée dès mon arrivée au niveau de l'agence, avec différentes lectures. Il y avait un paradoxe. Ce paradoxe, c'était que tout le monde évoquait la question des petites et moyennes entreprises sans savoir véritablement ce qu'elles pesaient. Et le concours de circonstances, effectivement, c'était que l'Agence nationale de statistique était en train de finaliser son recensement général des entreprises et donc qu'elle avait déterminé le nombre d'entreprises, 408 000, leur répartition entre les grandes entreprises et les PME. 99,8% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises et également leur chiffre d'affaires. Ce qui nous manquait, et c'est ce qu'on leur a demandé de faire, qu'ils ont présenté dernièrement lors de la journée des micro, petites et moyennes entreprises avec l'ONU, c'était de savoir la contribution des PME au produit intérieur brut. Élément essentiel, parce qu'au travers de cet élément, on va pouvoir ajuster et savoir l'effort qu'il y a à faire pour progresser. Et en l'occurrence, elles ont évoqué les 36% que les PME produisaient dans la contribution au PIB. À votre avis, c'est énorme, c'est suffisant, insuffisant? Il faut savoir que entre les pays dits moyennement avancés et les pays développés, on se trouve souvent entre 15-20% et plus de 50%. Donc à 36%, on est dans une contribution que l'on peut considérer moyenne dans notre défi d'être un pays émergent. Malgré les difficultés que vous venez également de lister. Hein. Effectivement, moyen, ce n'est pas suffisant parce que l'enjeu, c'est de tendre au-delà de 40%. Les pays développés sont à plus de 50% de la contribution des PME au PIB. Et il faut savoir que la PME, c'est l'outil économique et social par excellence. C'est lui qui forme la citoyenneté, c'est lui qui fait que les gens, les uns et les autres se rencontrent, c'est lui qui structure la vie des uns et des autres. Donc c'est la réponse économique et sociale. C'est 80% surtout de l'emploi général. 99,8% ne font que 36%. Ça nous montre l'effort qu'il y a à faire et ça nous permet surtout d'aligner ces efforts en direction d'objectifs. Piaget disait représenter, c'est agir. Certains disent que les chiffres, c'est du blabla. Ce n'est pas du blabla, c'est ce qui permet de donner l'indicateur, c'est ce qui permet de donner la cible, l'objectif qu'on a à atteindre. Et donc, en sachant qu'on est à 36% avec ces 99,8%, on peut davantage renforcer notre stratégie qui est de dire que on a un certain nombre d'entreprises qui sont notées, on a 700 entreprises au Sénégal, grandes entreprises qui font 80% du chiffre d'affaires. Si on arrive à accompagner un nombre croissant d'entreprises à devenir des champions nationaux, à croître, quelle que soit leur taille, petite, moyenne, très petite, à croître en qualité, on va être en mesure de générer davantage de chiffre d'affaires et de générer davantage de richesses. Donc c'est ça l'enjeu et c'est ça la stratégie que l'on est en train de finaliser pour 2023. Voilà, justement, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, et je rappelle que nous recevons dans ce nouveau numéro de votre émission invité à la rédaction le directeur général de l'ADPME, Agence de développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises, M. Idrissa Gabira. Monsieur Gabira, justement, le Sénégal va bientôt devenir un pays pétrolier et gazier. Quelle sera justement la place des PME dans l'exploitation et la gestion des ressources naturelles? C'est essentiel et je pense que c'est une bénédiction d'avoir pu enfin, après de longues décennies, trouver du pétrole, du gaz à exploiter et surtout du gaz pour le Sénégal. Le législateur, et en particulier celui qui a initié, le chef de l'État, a été avisé en faisant voter une loi
sur le contenu local, que le Parlement puisse voter. Cette loi sur le contenu local a dit pas mal de choses en matière de formation, en matière de présence du privé national. Mais essentiellement, ce qu'elle évoque, c'est comment est-ce qu'on tire un meilleur bénéfice pour nos PME de ces opportunités. Comment est-ce qu'au-delà de l'exploitation, ou en tout cas dans le cadre de cette exploitation, on fait en sorte que le privé national et les PME soient davantage présentes. Et c'est là l'enjeu, tout l'enjeu que l'on a dans ces 2-3 prochaines années. S'il plaît à Dieu, en 2022, l'exploitation se fera, 2022-2023. Comment est-ce qu'on rend, ou comment est-ce qu'on qualifie nos entreprises pour pouvoir bénéficier de la sous-traitance et de l'opportunité qui va se dégager avec l'exploitation du pétrole et du gaz. D'abord, avoir une claire conscience du fait de pouvoir être qualifié, labellisé, être à niveau pour pouvoir y accéder. Les majors internationales, les majors internationales ont des sous-traitants qui répondent à des normes extrêmement précises dans le domaine des hydrocarbures. Il faut se former, il faut s'informer, il faut se renforcer pour être en mesure d'être le fournisseur en nourriture, en matériel, en différentes choses. C'est vrai que ça se fait en offshore, mais ça va générer une grande activité, que ce soit au Sénégal de manière générale, à Dakar ou à Saint-Louis. Nos entreprises ont leur carte à jouer. Et l'ADPME, dans ce cadre-là, et c'est là où ces outils sont pertinents, notamment le fonds d'assistance technique, il a d'abord été alimenté par l'État. Il a fait ses preuves, ce qui fait que des partenaires comme la BAD, la Banque mondiale et d'autres sont en train de l'alimenter pour les entreprises en assistance technique. Et ce fonds à frais partagés, ce qu'il va permettre, c'est d'aider les PME à encore se structurer davantage pour être au niveau. On a contacté les experts, on a également saisi le ministère en charge de l'énergie, mais d'ores et déjà, on a commencé à en former, on va continuer à former des entreprises pour qu'elles soient prêtes à être des fournisseurs et pour qu'elles puissent grandir dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz et dans le cadre de la loi et des dispositions qui lui sont prévues. Mais le contenu local, ce n'est pas au final que le pétrole et le gaz. Ce que j'ai souvent tendance à dire, le contenu local, c'est la présence de tout multinational présent au Sénégal. On a souvent les débats actuellement sur la grande distribution, Auchan, Carrefour et d'autres acteurs en l'occurrence. Dès 2012, le président, et en particulier en affinant son programme de Yonou Yokote au plan Sénégal émergent, prévoyait la transformation structurelle de l'économie. Cette transformation structurelle, c'est la modernisation du secteur de la distribution. Qui dit modernisation du secteur de la distribution dit acteurs qui, dans le cadre de grandes surfaces, vont permettre de proposer aux populations un service de meilleure qualité avec des produits de meilleure qualité pour la classe moyenne et la classe populaire de manière générale. Mais le défi là-dedans, c'est que dans nos étals, que ce soit tous les acteurs de la grande distribution, ce soit des produits sénégalais que l'on puisse retrouver. Ce soit l'opportunité pour des petites et moyennes entreprises de faire des investissements. On ne fabrique pas de conserve dans des choses que l'on a. On a des produits qui sont de premier plan, que ce soit dans l'horticulture, que ce soit dans le poulet, la viande, dans les différents éléments. Avoir un acteur de grande distribution, c'est aussi pouvoir faire des investissements parce qu'on peut avoir l'assurance qu'il va nous acheter sur 6 mois, 1 an, 2 ans et donc développer son outil de production. C'est ça le contenu local. C'est ça le débat avec, ou le défi avec les multinationales et les opportunités que notre pays offre. Comment on développe nos PME pour que dans chaque secteur où effectivement peut-être qu'on n'a pas pour le moment les potentialités capitalistiques d'être parmi les meilleurs, on a au moins des produits qui sont des produits sénégalais, qui sont consommés par les Sénégalais. Et c'est le lieu aussi d'appeler les Sénégalais à être soucieux de consommer
ce que nous produisons. Est-ce que ça va justement être facile avec la puissance ou la présence justement des grandes surfaces actuellement déjà sur le marché justement? La grande distribution, ce qu'elle souhaite, c'est justement vendre et satisfaire les besoins de la population. Il y a quelques années, il paraissait presque inconcevable au Sénégal de manger du riz local. Tout le monde considérait cela presque comme une chimère. Koutia même a contribué à populariser la volonté du chef de l'État de démultiplier la production de riz. Et aujourd'hui, effectivement, les Sénégalais mangent de plus en plus du riz qui est du riz produit au Sénégal. Et donc, les consommations, ce sont les consommations d'abord des citoyens sénégalais. La promotion des produits justement. La promotion des produits locaux et le fait que nous acceptions d'être responsables également de notre propre développement. Si on préfère aller acheter des pâtes de l'étranger ou manger de la viande qui vient de l'étranger, il ne faut pas qu'on se plaigne également que notre déficit commercial soit en baisse. Le Sénégalais est patriote. Il y a eu notre finale à la CAN dernièrement. On a une volonté de développer notre pays. Faisons en sorte, et beaucoup le démontrent, que nous consommions dans nos boissons sénégalais, que nous mangions sénégalais, que nous nous habillions sénégalais. Parce qu'en le faisant, on est patriote et on contribue également à donner du métier, à donner de l'activité à nos couturiers, à nos transformateurs, à nos agriculteurs, à nos entreprises, à nos PME. Et ça, c'est autant les PME et l'État que les citoyens qui ont à prendre conscience que dans leur démarche d'achat, dans leur démarche citoyenne, ils ont également la responsabilité de développer le pays. Soyons patriotes jusque dans nos plats et ça, c'est important. À vous entendre parler alors, vous êtes pour le remplacement du franc CFA à l'éco. L'idée actuellement en gestation au niveau des responsables justement de la CEDEAO. Êtes-vous pour vous savez, la monnaie ou le débat sur la monnaie a une connotation extrêmement épidermique, pour ne pas dire presque irrationnelle. C'est vrai que la France est l'ancien pays colonial, c'est vrai qu'il y a une volonté d'affirmer effectivement sa souveraineté. Mais le franc CFA aujourd'hui est devenu avant tout une monnaie qui est une monnaie nationale et une monnaie communautaire. Et ça, c'est ça la réalité. Et donc derrière les débats qui sont des débats souvent qui s'appuient sur des données qui ne sont pas objectives sur ce qu'est le fait d'avoir une monnaie qui soit une monnaie convertible. La plupart des monnaies dans le monde sont rattachées à des monnaies fortes qui leur offrent une convertibilité ou un pouvoir de change important. Nous ne sommes pas capables d'en avoir, nous, actuellement. Si vous allez en Amérique latine, je ne crois pas qu'ils soient moins patriotes que nous. Il y a un rattachement de leur monnaie avec le dollar. Ça ne fait pas des Sud-Américains des acteurs qui sont moins amoureux de leur pays qu'au Sénégal ou en Afrique. La réalité, c'est que l'Afrique, de manière générale, effectivement, a un défi de développement et d'intégration beaucoup plus forte dans l'économie mondiale. C'est le sens de la zone de libre-échange continentale, c'est le sens de faire en sorte d'avoir effectivement une monnaie commune. Donc, philosophiquement et dans les faits, je suis pour, parce que ça vise à affirmer le fait que le continent africain, ce n'est pas simplement le continent de demain, mais ça vise à être le continent déjà d'aujourd'hui, avec une monnaie qui est une monnaie à nous. Maintenant, les débats qui sont parfois souvent des débats un peu démagogiques, qui visent à trop regarder ce que vous évoquiez derrière, en ayant en étant malheureux de ce qui s'est passé, ça va, mais regardons vers l'avant, faisons en sorte d'être objectifs sur ce que nous apporte la monnaie, sur ses limites, sur le fait que le défi pour nous, ce n'est pas simplement d'avoir une monnaie pour une monnaie. Il y a des pays qui ne sont pas de la zone UEMOA, qui sont dans la zone CEDEAO, dont les résultats, si c'était uniquement basé sur la monnaie, ferait qu'on serait vite dissuadé d'avoir notre propre monnaie. Donc ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est nos capacités productives, c'est le fait de pouvoir transformer un certain nombre de produits. C'est oui, d'être engagé dans une économie UEMOA, demain CEDEAO, après-demain Afrique,
qui vient à renforcer les échanges entre elles, de sorte à pouvoir effectivement être davantage compétitif et s'évoluer. Donc oui à l'éco, mais pas pour les raisons qui visent à faire de cet éco ou bien du franc CFA la cause de malheur qui en fait ne repose pas sur la monnaie, mais sur notre capacité à prendre notre destin en main. Oui, à l'écho, mais le président Macky Sall a dit le contraire lui, malheureusement. Je n'ai pas entendu dire le contraire. Oui, il a dit qu'il n'était pas favorable au changement du franc CFA à l'écho. Je n'ai pas entendu dire le contraire. Un président, c'est quelqu'un qui a une vision. La vision panafricaine du président, la vision africaine du président, elle est connue et reconnue, non seulement par ses pairs, mais également ici en Afrique. Son rôle dans l'avancée du continent ou dans sa place dans les grandes instances internationales n'est plus à démontrer. Ensuite, vous avez un défi qui est un défi aussi de convergence. Il ne faut pas faire de la démagogie pour de la démagogie. Il ne faut pas évoquer des choses qui ne sont pas possibles dans un délai qui soit absolument bref. Dire de remplacer la monnaie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utopique et qui vise à de l'irresponsabilité. Lorsqu'on est un chef de l'État, lorsqu'on est en responsabilité, on a le devoir de prendre des responsabilités, pas simplement pour faire plaisir, mais parce qu'on a les destinées d'un peuple entre ses mains. Et on a à conduire ce peuple vers des lendemains qui soient meilleurs. Et à faire en sorte que ce qui est des éléments de priorité soient d'abord mis en place. Certains veulent faire de la priorité ou de l'orgueil mal placé une priorité dans la gestion des politiques publiques. On disait que la croissance du Sénégal était atone et qu'elle ne pourrait pas dépasser un certain seuil depuis un certain temps. Il faut rappeler qu'au cours de ces 5 dernières années, fait inédit depuis 50 ans, le Sénégal a eu une croissance de plus de 6% de manière consécutive sur ces 5 dernières années. C'est 6,6% de croissance. Donc, c'est un cap qui est donné au Sénégal. Et un horizon, ce n'est pas l'horizon de demain que le président a souhaité donner depuis son accession au pouvoir en 2012. C'est comment est-ce que l'on fait parvenir le Sénégal à l'horizon 2035 parmi les pays dans l'émergence et parmi un meilleur vivre pour les populations. Et donc dans ce cadre-là, oui, la monnaie est un outil, mais nos capacités productives, notre manière à transformer, notre capacité à nous industrialiser l'est encore davantage. Et ensuite, il faut s'assurer que l'ensemble des conditions soient réunies pour avancer en concert et faire en sorte que le pays puisse se développer. Monsieur Diabira, le débat au Sénégal est dominé également par le scandale, le présumé scandale Petro-Tim. Cette affaire implique le frère cadet du chef de l'État, en l'occurrence Alioune Sall. On parle de 6 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, quel est votre avis? Là encore, on parle de beaucoup de choses dont on n'a souvent pas les éléments d'appréciation. Ce dont il faut se féliciter, c'est que la justice soit rentrée en scène pour enquêter, pour écouter ceux qui disent avoir des choses à révéler sur cette affaire, dans les faits, pour pouvoir apprécier et faire la vérité des choses. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour éclairer l'ensemble des acteurs et des citoyens. Mais ce qui m'étonne dans ce débat, c'est que l'on veut condamner a priori. C'est que l'on veuille jeter l'anathème en oubliant quasiment l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi que le Sénégal ait réussi à trouver des ressources pétrolières et gazières, ce qui était inédit. Et c'est une vraie bénédiction, une bénédiction dont il s'agit aussi de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir se transformer et pour pouvoir accélérer notre voie vers l'émergence. Des éléments dont moi j'ai pu prendre connaissance par la presse sont assez rocambolesques parce qu'ils sont en tout totalement ignorés ou totalement en déphasage de ce que l'on peut appréhender dans une industrie pétrolière.
La sortie de l'ancien chargé des conseils en communication, le chef de l'État en l'occurrence, il a jamais le cassé. Oui, c'est là où de faire d'une question un débat sans fin, ça nous amène presque à débattre et réfléchir sur un élément dans lequel, au final, on n'a pas des éléments qui sont des éléments de véracité par rapport à cette question. C'est là où la justice... Pardon? Il n'est pas n'importe qui. Conseiller en communication à la présidence. Il détient des informations selon lui. Il a été reçu, et c'est en cela que pouvoir recevoir les acteurs qui disent avoir quelque chose à dire, qui disent avoir des éléments sur cette question par les enquêteurs et par la justice, ça devient important. Parce qu'aujourd'hui, on est en droit de s'étonner. Lorsqu'un acteur majeur de la presse nationale et internationale évoque des choses aussi rocambolesques que le fait que le pays ait perdu des recettes dans le cadre des découvertes du pétrole et du gaz, alors que le code de 1998 exonère le pays, exonère les entreprises qui font de l'exploration de tout paiement de taxes pour pouvoir justement favoriser cette découverte. On va aussi dire que la BBC, ce ne sont pas n'importe qui. Pourtant, ils sont en mesure de présenter des choses aussi rocambolesques. Donc moi, j'ai appris à me méfier de qui était n'importe qui quand c'est autoproclamé à partir de titres ou quoi que ce soit. La justice sénégalaise, connue et reconnue pour sa probité et son intégrité, a décidé de se saisir de l'affaire et de faire l'éclairage. Et je pense que ça le permettra. Mais ce qui m'étonne également, c'est que souvent, ceux qui appellent à avoir de l'éclairage sont aussi les premiers à ne pas reconnaître les choses quand cet éclairage est fait. On sort d'une élection il y a moins de 4 mois. Ceux qui appelaient à se présenter dans ces élections et réclamaient et indiquaient qu'ils allaient défaire le président sortant, ce sont les mêmes qui aujourd'hui, 4 mois après, n'ont pas été en mesure, alors que le peuple a consommé la victoire, a décidé au premier tour de renouveler sa confiance à un homme, ce sont les mêmes qui ont dénié à ce dernier, contre toute évidence nationale, internationale et des partenaires, cette même victoire. Et aujourd'hui, ces derniers enfourchent un nouveau cheval sans avoir soldé les comptes de leur propre défaite en indiquant que le match est scellé et que la culpabilité de tel ou tel est avérée. Pourtant, parmi eux, il y a plusieurs anciens ministres notamment qui étaient avec vous justement. Ces mêmes anciens ministres, on les a vus dans le cadre des élections et on a vu les résultats et on a vu la stature qu'ils pouvaient avoir à des moments où justement on les attendait. Vous savez, on répète souvent les notions d'un homme d'État, mais la première, c'est de se mettre à la hauteur du peuple et de la maturité du peuple sénégalais. Et en l'occurrence, beaucoup de ceux que l'on estime avoir été des hommes d'État se sont révélés malheureusement très décevants dans leur attitude. Et je pense que dans ce cas-là, on se retrouvera sans préjuger de quoi que ce soit, mais en ayant quand même une petite idée devant des conclusions qui sont un peu similaires. Mais attendons de voir la justice faire son travail. Monsieur Diabira, vous êtes également le président de la communauté soninké au Sénégal. Comment se porte aujourd'hui cette communauté? L'association de la communauté soninké, Ouagadou Djida, c'est une association qui date de 85, qui vise à promouvoir la langue, la culture. Senghor le disait, ouverture et enracinement. Enracinement pour être un acteur de la diaspora, moi c'est ce qui m'a irrigué, m'a donné l'amour de mon continent, du Sénégal en particulier, de vouloir m'y investir, de rencontrer le président Macky Sall en étant ce que j'étais, un soninké biberonné par mes parents, à m'appuyer sur 2 vertus, celle de ma religion, celle de ma culture, à essayer de la maîtriser, en tout cas de la rechercher, et partant à lire des Birago Diop, ou en tout cas à rêver, comme les chers Anta Diop, à cette Afrique forte, fière, susceptible de se développer. Et dans le cadre de cette communauté, non seulement moi personnellement, je m'y retrouve dans mon identité, son aspiration, comme beaucoup d'autres petites cultures ou ethnies au Sénégal, c'est de se considérer comme des Sénégalais à part entière, d'avoir quelque chose à offrir, parce que c'est dans la diversité que
ce Sénégal se construit. L'an dernier, on a eu l'occasion d'organiser le Festival international Soninké, sa 5e édition, qui a été un magnifique succès, qui a permis de faire connaître et reconnaître cette culture. On prépare ce festival en Gambie, puisqu'il est itinérant. Nous avions eu la chance d'avoir le chef de l'État à l'ouverture à Dakar, mais surtout d'avoir une population qui a été amenée à découvrir la culture soninké. Vous l'avez délocalisé, c'est ça? En fait, c'est un festival qui est itinérant. Il s'est déroulé à 3 reprises au Mali, en Mauritanie à une reprise. C'était la première fois qu'il se déroulait au Sénégal, à Dakar. Et donc, il poursuit dans les pays du Soninkara et de la diaspora. Donc, c'est une communauté qui va bien, très patriote, très migrante. Elle est très présente dans la diaspora et qui aspire aussi à faire en sorte que son pays se développe. Par oui ou non, les élections locales prochaines, êtes-vous candidat? C'est une question sur laquelle on ne peut pas répondre aussi clairement. On verra ce qui s'y passe. En tout cas, ce que l'on souhaite, c'est que les politiques que l'on met en œuvre, avec la confiance du chef de l'État, puissent avoir une traduction. C'est le sens de l'acte 3 de la décentralisation, avoir une traduction locale. Et je m'implique, que ce soit dans la vallée, à Dakar ou en Casamance, à faire en sorte que les gens puissent ressentir l'effort du chef de l'État à ce que la politique se traduise un peu partout au Sénégal. Vous n'avez pas d'ambition? On a tous des ambitions. La mienne, c'est de faire en sorte que le Sénégal se développe et que les terroirs le ressentent. Le mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un remerciement de m'avoir convié à cette émission, d'être venu nous voir au sein de cette agence, et une espérance, celle que l'on puisse rester extrêmement optimiste dans l'avenir. On a les clés en main. Il s'agit surtout de se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que le Sénégalais, de manière générale, a cette claire conscience des enjeux. J'appelle chacun à œuvrer, à faire en sorte que on puisse avoir le Sénégal de nos rêves. Merci beaucoup, Monsieur Diabira, Idrissa Diabira. C'était là justement le directeur général de l'ADPME, Agence de développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Messieurs, merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. On se retrouve semaine prochaine justement pour un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, excellent sur les programmes sur la chaîne panafricaine Africa 7. Au revoir.